Le jour où j'ai découvert ce qu'était la véritable trahison, j'étais assise à notre table en acajou, entourée de lettres d'admission à l'université. Harvard. Stanford. MI. Leurs en-têtes prestigieux étaient éparpillés devant moi comme des feuilles mortes. Mes mains tremblaient alors que je tenais la plus récente, celle de Princeton. Leurs mots de félicitations se brouillaient à travers mes larmes. Maman, papa. J'ai été acceptée. J'ai été acceptée à Princeton. Ma voix résonnait dans notre vaste maison victorienne, une demeure qui avait vu passer 3 générations de succès de la famille Montgomery. Les talons de ma mère claquèrent sur le parquet alors qu'elle s'approchait, le visage marqué par une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Derrière elle, les pas lourds de mon père résonnaient, son allure habituellement assurée trahissant une hésitation inhabituelle. « C'est merveilleux, Catherine, dit ma mère, mais son ton n'avait rien de l'enthousiasme que j'avais espéré. » Elle échangea un regard avec mon père, qui se racla la gorge et desserra sa cravate en soie. « Assieds-toi, Cathy. Il faut qu'on parle. » Je me laissai tomber dans ma chaise, la lettre d'admission toujours serrée entre mes doigts. Quelque chose dans leur attitude me noua l'estomac. « Ton frère, William, » commença mon père. Sa start-up technologique montre un potentiel incroyable. Le prototype qu'il a développé pourrait révolutionner le stockage de l'énergie renouvelable. Il fit une pause, ajustant ses lunettes. Mais il a besoin d'un financement important pour passer à l'étape suivante. Ma mère s'avança, ses doigts manucurés glissant le long du bord de la table. Et nous avons décidé d'investir dans son entreprise. C'est une opportunité exceptionnelle qui pourrait assurer l'avenir de la famille pour des générations. C'est génial, répondis-je, bien qu'une note d'incertitude se glisse dans ma voix. Mais, et mes frais de scolarité? Le fonds que vous avez mis de côté depuis ma naissance? Le silence qui suivit fut comme un poids tangible sur ma poitrine. Catherine, dit mon père d'un ton ferme, m'appelant par mon prénom complet. Jamais bon signe. Nous avons décidé d'utiliser ton fonds universitaire pour soutenir le projet de William. C'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Le monde sembla basculer. Quoi? Mais, c'était mon argent. Vous aviez promis. Ne sois pas égoïste, Catherine, coupa sèchement ma mère. Le projet de William pourrait valoir des millions. Tu peux prendre un prêt étudiant comme tout le monde. Ou peut-être envisager une université communautaire pendant quelques années. Je les regardais, ces gens qui m'avaient élevé, qui n'avaient cessé de vanter l'importance des études, qui avaient passé des années à encourager mes rêves d'intégrer une université de l'Ivy League. Et maintenant, ils étaient là, à détruire ces rêves, pour favoriser mon frère. Encore une fois. William avait toujours été leur enfant prodige. De 4 ans mon aîné, il avait abandonné ses études pour poursuivre ses rêves d'entrepreneuriat, tandis que moi, je maintenais une moyenne parfaite, j'étais présidente du conseil des élèves et je gagnais des concours scientifiques nationaux. William passait d'une start-up ratée à une autre, convainquant nos parents à chaque fois d'investir encore un peu plus. Combien? Demandai-je, la voix à peine audible. Quoi? Fronça les sourcils mon père. Combien de mon fonds universitaire lui avez-vous donné? Ma mère se tortilla, mal à l'aise. Tout. Les 289 000 $. Le chiffre me frappa comme un coup physique. Près de 300 000 $ envolés. Chaque chèque d'anniversaire de mes grands-parents. Chaque salaire de mes jobs d'été. Chaque centime mis de côté pour mon avenir. Remis à William sans la moindre hésitation. Je me levai si brusquement que ma chaise bascula en arrière. Vous avez même pensé à me demander? C'était mon argent. Catherine Elizabeth Montgomery, donna la voix de mon père à travers la salle à manger. Ça suffit. La décision est prise. Le projet de William a besoin de cet investissement, et en tant que membre de cette famille, tu dois soutenir ce qui est le mieux pour tout le monde. Le mieux pour tout le monde? Ricanai-je, mais cela ressemblait plus à un sanglot. Ou le mieux pour William? Ton frère a de la vision, se défendit ma mère. Il voit des opportunités que les autres ne perçoivent pas. Parfois, cela implique de prendre des risques. Des risques avec mon avenir? Criai-je, moi-même surprise par le volume de ma voix. Et ma vision à moi? Mes opportunités? Le visage de mon père se durcit. Si tu n'es pas capable de comprendre l'importance de soutenir les intérêts de ta famille, alors peut-être n'es-tu pas aussi mature que nous le pensions. Va dans ta chambre, et reviens quand tu pourras discuter de cela de manière rationnelle. Je restais figée là 18 ans renvoyée dans ma chambre comme une enfant, simplement parce que j'avais osé protester contre le vol de mon avenir. À cet instant,
quelque chose changea en moi. Une transformation profonde dans ma manière de voir ma famille, ma place en son sein, et ce que je devais faire ensuite. Sans un mot, je me retournai et montai à l'étage vers ma chambre. Mais au lieu de m'effondrer sur mon lit pour pleurer, comme il s'y attendait sans doute, je sortis mon plus grand sac à dos et je commençai à faire mes valises. Des vêtements essentiels. Mon ordinateur portable. La carte de crédit d'urgence que je n'avais jamais utilisée. Et plus important encore, mes papiers, certificat de naissance, carte de sécurité sociale, passeport. Mes mains bougeaient mécaniquement, mon esprit étonnamment clair malgré le chaos d'émotions qui m'envahissait. Dans mon tiroir à chaussettes, je récupérais les $200 que j'avais mis de côté grâce à mes dernières séances de tutorat, de l'argent que je n'avais pas ajouté à mon fonds universitaire, car je comptais l'utiliser pour acheter des articles de Princeton une fois admise. Désormais, il aurait une autre utilité. En faisant mes valises, les souvenirs affluaient. La première start-up ratée de William, un réseau social pour animaux de compagnie qui avait brûlé $50 000 de l'argent de nos parents. Sa deuxième tentative, une crypto-monnaie qui s'était effondrée en 3 mois. Chaque échec accueilli avec encouragement, soutien, et encore plus de fonds. Pendant qu'on me disait de rester réaliste face à mes rêves. Le son de la sonnette me sortit de mes pensées. Par la fenêtre, je vis la Tesla de William se garer dans l'allée. Bien sûr qu'il était là, probablement pour venir chercher son dernier chèque. Je pouvais entendre leur voix en contrebas, le rire charmeur de William, le ton adorateur de ma mère, le grandement fier de mon père. Le moment familial parfait, avec leur fils parfait et ses excuses parfaites pour avoir besoin de plus d'argent. J'ouvris mon ordinateur une dernière fois et écrivis 2 emails. Le premier, à Princeton. Chers membres du comité d'admission, c'est avec un profond regret que je dois décliner votre offre d'admission. En raison de circonstances financières imprévues, je ne pourrai pas intégrer l'université de Princeton cet automne. Merci pour cette opportunité. Sincèrement, Catherine Montgomery. Le second email était pour mes parents. Maman, papa. Vous avez fait votre choix. Maintenant je fais le mien. Ne me cherchez pas. N'essayez pas de me contacter. Je tracerai ma propre route sans l'argent de la famille, ni le nom de la famille. Catherine. J'appuyai sur renvoyer, puis retirai la batterie de mon téléphone. D'en bas, j'entendais William s'élancer dans un autre discours passionné sur sa technologie révolutionnaire. Dans son monde de rêve et de plan bancal, $289 000 n'était probablement qu'un chiffre de plus. Un simple tremplin vers son succès imaginaire. Mais pour moi, c'était la goutte de trop. Jetant mon sac à dos sur mon épaule, je jetai un dernier regard à ma chambre, les trophées de débat, les médailles de science, les certificats d'excellence scolaire. Tous les signes d'une vie passée à tenter de gagner l'approbation de parents qui choisiraient toujours William en premier. Je descendis par le treillis extérieur de ma fenêtre, chose que je n'avais pas faite depuis mes 14 ans. Mes pieds touchèrent doucement le sol, et sans me retourner, je m'éloignai du domaine familial des Montgomery. Dans ma poche, il y avait $200. Dans ma tête, une vie de notes parfaites et de succès académiques. Et dans mon cœur, une détermination brûlante à prouver qu'ils avaient commis la plus grande erreur de leur vie. Je ne savais pas encore qu'il me faudrait 10 ans pour me retrouver assise en face d'eux dans une salle de réunion d'entreprise, à les regarder tenter de sauver leur société en faillite devant des investisseurs sans se douter que leur dernier espoir se trouvait être la fille qu'ils avaient si facilement écartée. Mais cette partie de l'histoire viendrait plus tard. D'abord, je devais construire quelque chose à partir de rien. D'abord, je devais devenir quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé que leur fille, réaliste, puisse devenir. À chaque pas loin de la maison de mon enfance, ma détermination grandissait. Ils voulaient tout miser sur William ? Très bien. Moi, je miserais tout sur moi-même. Et je n'aurais pas besoin de leurs $289 000 pour y parvenir. La première nuit de liberté avait le goût du café bon marché et du désespoir. J'étais assise dans un dîner ouvert 24h24 à la périphérie de Boston, mon sac à dos bien calé sous mes pieds, regardant la batterie de mon téléphone se vider lentement. Avant qu'il ne s'éteigne complètement, j'aperçus 17 appels manqués de ma mère, 5 de mon père, et un SMS de William. Ne sois pas dramatique, Cathy. Rentre à la maison. Je commandai un autre café, étalant le reste de mes économies sur la table plastifiée. $178,42. Le billet de bus depuis le Connecticut avait coûté plus cher que prévu. Ou encore un café, chérie ? La serveuse Maria avait des yeux bienveillants et portait un badge avec 5 étoiles dorées. Merci, dis-je, puis j'hésitai. Est-ce que vous recrutez ?
Elle me détailla du regard, tenue impeccable d'entretien d'embauche, ordinateur portable hors de prix, les signes évidents d'une gamine privilégiée en cavale. Mais quelque chose dans mon expression dut la toucher, car elle ne me renvoya pas immédiatement. En cuisine, dit-elle enfin. 6 heures à 2 heures. Salaire minimum, plus pourboire partagé. Tu peux commencer demain si tu veux. J'acquiesçai, soulagée. Je serai là. Il y a un motel au bout de la rue, ajouta-t-elle en griffonnant sur son carnet de commandes. Dis à Jimmy que c'est Maria qui t'envoie. Il te fera le tarif à la semaine. Cette nuit-là, dans une chambre de motel qui sentait le tabac froid et les produits d'entretien, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à planifier. La lettre d'acceptation de Princeton était toujours dans mon sac, un rappel du futur que je venais de perdre. Mais alors que je la fixais, une idée commença à germer. J'avais passé mes années de lycée à donner des cours particuliers à des enfants de riches en maths avancées et en sciences. Leurs parents payaient des fortunes pour mes services, car j'obtenais des résultats, score parfait au SAT, moyenne remontée, admission anticipée dans de grandes universités. Je l'avais toujours vu comme un moyen de gagner un peu d'argent pour l'université. Maintenant, j'y voyais les fondations de quelque chose de plus grand. J'ouvris un nouveau document et commençai à taper. Conseil académique d'excellence. Cours particuliers spécialisés et accompagnement aux admissions universitaires. Fondé par une étudiante acceptée à Princeton. Je travaillais toute la nuit, construisant un site web simple grâce à mes compétences en informatique acquises dans le cours AP de sciences informatiques. À l'aube, j'avais fait imprimer des cartes de visite professionnelles dans un atelier ouvert 24h24, dépensant 50 précieux dollars de mes économies. Les 6 mois suivants s'écoulèrent dans une routine épuisante. De 6h à 14h, je travaillais au dîner, apprenant tous les aspects du métier. Maria, il s'avéra, possédait l'endroit depuis 20 ans. Elle m'apprit la gestion des stocks, la planification des horaires, et surtout l'art de lire les gens. De 15h à 21h, je développais mon activité de tutorat. Mon premier client me vint d'un habitué du dîner, qui m'avait entendu aider la fille de Maria avec ses cours de calcul différentiel pendant ma pause. Le bouche à oreille fit le reste. Dans les banlieues aisées de Boston, on parlait d'une jeune tutrice acceptée à Princeton, qui avait choisi de différer son entrée, capable d'expliquer clairement des concepts complexes et de garantir des résultats. Je ne mentionnai jamais mon véritable nom de famille. Catherine Montgomery devint Kate Morgan, et mes clients ne posèrent jamais de questions. Ils se souciaient des résultats, pas du pédigré. Au bout de 3 mois, je gagnais assez avec les cours particuliers pour quitter le dîner, bien que je continuasse à aider Maria avec sa comptabilité le week-end. Elle devint une sorte de mentor et d'amie, m'enseignant des leçons de business qu'aucune école de l'Ivy League n'aurait pu m'offrir. « T'es doué avec les chiffres », me dit-elle un dimanche, me regardant optimiser son système de stock. « Mais tu le es encore plus avec les gens. C'est là que l'argent se fait. » Elle avait raison. Mes clients ne payaient pas que pour un soutien scolaire, ils payaient pour de la confiance, de l'espoir, une chance pour l'avenir rêvé de leurs enfants. Un rêve que je connaissais intimement. Un jour, alors que je corrigeais la dissertation d'un élève, sa mère laissa échapper un commentaire anodin qui changea tout. « Si seulement on pouvait vous cloner, tous les parents de Boston vous embaucheraient. » Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Me cloner ? Non. Mais je pouvais me multiplier. Je contactais d'autres étudiants brillants acceptés dans des universités prestigieuses qui avaient décidé de prendre une année sabbatique. Beaucoup étaient intelligents mais manquaient d'argent, comme moi. Je leur proposais un accord, travailler sous ma marque, utiliser mes méthodes, garder 70% des revenus pendant que je m'occupais du marketing et de l'acquisition de clients. En 2 mois, Elite Academic Consulting comptait 10 tuteurs. En 6, nous avions des bureaux à Boston, New York et Greenwich, Connecticut, en prenant soin d'éviter tout lieu trop proche du cercle social de ma famille. Mon premier million arriva plus vite que prévu, grâce à l'activité de tutorat et à des investissements stratégiques dans des actions technologiques. Je vivais modestement, réinvestissant chaque dollar dans l'expansion. Pendant que William brûlait sûrement encore mon fonds universitaire dans une nouvelle lubie, moi, je bâtissais quelque chose de durable. Mais je savais que le tutorat n'était qu'un début. Par mes clients fortunés, j'entendais parler d'opportunités d'investissement, des startups cherchant du capital, des entreprises établies en quête de nouvelles idées. J'écoutais, j'apprenais, et surtout, je planifiais. Le déclic survint pendant une session de tutorat avec Emma Chen, la fille du magnate de la tech James Chen. Alors que je l'aidais en économie avancée, je remarquai le prospectus d'investissement de l'entreprise de son père, Chantec Solutions, ouvert sur le bureau de son bureau à domicile. « Papa est inquiet,
confia Emma pendant une pause. Son projet de stockage d'énergie est en train d'échouer. Mais il a trop investi pour se retirer maintenant. Le stockage d'énergie exactement comme la technologie, révolutionnaire, de William. Je passais la nuit à faire des recherches. Le système de Shantech était fondamentalement défaillant. Et moi, je savais comment le corriger. Il fallut 3 semaines pour obtenir un rendez-vous avec James Chen, en mobilisant chaque contact de mon réseau de tutorat. Quand je me retrouvais enfin assise en face de lui, dans son bureau d'angle, il arborait un sourire amusé. « Mademoiselle Morgan, dit-il. Ma fille vous tient en haute estime. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous comprenez la technologie du stockage énergétique ?» J'ouvris mon ordinateur portable et lançai ma présentation. 4 heures plus tard, il ne souriait plus. Il me proposait un partenariat. 30% des parts, dit-il. Si vous pouvez livrer ce que vous promettez. Je négociai. 40% et le contrôle total du développement technique. Il accepta. 6 mois plus tard, le nouveau système de stockage d'énergie de Shantech révolutionnait l'industrie. La technologie que William rêvait de créer, je l'avais concrétisée sous un autre nom et avec une autre entreprise. Ma fortune grimpa en flèche, atteignant les 9 chiffres en une nuit. Mais je ne comptais pas m'arrêter là. À partir du succès de Shantech, je commençais à racheter des entreprises technologiques en difficulté, notamment dans le secteur de l'énergie. Chaque acquisition se faisait par l'intermédiaire de sociétés écrans et de holdings, toujours en gardant séparé le nom Catherine Morgan de l'empire naissant. Je recrutais les meilleurs avocats et comptables pour créer un labyrinthe de structures juridiques, toutes rattachées à Morgan Enterprises, ma société de portefeuille privé. Pour le monde extérieur, Morgan Enterprises était dirigé par une PDG recluse, qui ne donnait jamais d'interview ni ne paraissait en public. Les années passèrent. Mon empire grandit. Je quittai Boston pour New York, puis la Silicon Valley, toujours en évitant tout risque de croiser ma famille. Grâce à des sources discrètes, je gardais un œil sur eux. Les échecs de William se poursuivaient, chacun financé par les ressources de plus en plus maigres de mes parents. La fortune des Montgomery, bâtie sur plusieurs générations, s'épuisait à cause de leur foi aveugle en leur fils. Puis, un matin, dans mon bureau en attique à San Francisco, mon assistante m'apporta une nouvelle intéressante. « Montgomery Technology cherche des investisseurs », dit-elle en posant le rapport sur mon bureau. « Ils sont au bord de la faillite. Votre père a des rendez-vous avec des acheteurs potentiels la semaine prochaine. » Je pris le rapport, un sourire flottant sur mes lèvres. 10 ans plus tard, la boucle était bouclée. « Prenez rendez-vous », dis-je. Mais utilisez l'entête de Morgan Enterprises. Voyons s'ils reconnaissent la fille qu'ils ont rejetée. Il était temps de montrer à ma famille ce que leur fille, raisonnable, était devenue. Le bâtiment de Montgomery Technology n'avait pas beaucoup changé en 10 ans, la même façade prétentieuse en granit, les mêmes lettres dorées au-dessus de l'entrée, le même agent de sécurité qui ne levait jamais les yeux de ses mots croisés. Mais en franchissant les portes tournantes dans mon tailleur Armani, je n'étais plus la jeune fille qu'ils avaient si facilement rejetée. « Mademoiselle Morgan », s'exclama une jeune assistante en s'avançant précipitamment. « Le conseil vous attend dans la salle de conférence principale. Puis-je prendre votre manteau ?» Je lui tendis mon manteau, réprimant un sourire. Ma mère avait toujours soutenu que le véritable pouvoir s'habillait de marques de luxe. Aujourd'hui, je portais sur moi de quoi financer l'une des start-up ratées de William. « Un café ?» demanda l'assistante. « Un thé vert ?» répondis-je, me rappelant comment ma mère se moquait autrefois de ma préférence pour le thé plutôt que pour le café. Tant d'infusions respectées. Sans sucre. La montée en ascenseur jusqu'au dernier étage me laissa le temps de me recentrer. 10 ans de préparation m'avaient mené à cet instant. À travers mon réseau de sociétés écrans et d'investissements discrets, j'avais acquis méthodiquement la dette de Montgomery Technology, m'étais positionné comme leur unique planche de salut, et détenais désormais leur sort entre mes mains. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent sur une scène qui me donna presque envie de rire. Mon père, Robert Montgomery, siégeait à la tête de la table, bien que cette place allait bientôt m'appartenir. Ma mère, Elisabeth, était perchée à ses côtés, sa posture impeccable trahissant son anxiété. Et William, mon cher frère, celui qui avait brûlé mon fonds universitaire ainsi qu'une bonne partie de la fortune familiale, était affalé sur sa chaise, les yeux rivés sur son téléphone. « Mademoiselle Morgan », dit mon père en se levant, me tendant la main. « Merci d'être venue. Nous avons entendu des choses remarquables sur Morgan Enterprises. » Je lui serrai la main fermement, notant le léger tremblement dans sa poigne. Le grand Robert Montgomery était nerveux. « Bien.
Je lui fis signe de se rasseoir. Parlons donc de la raison de notre présence ici. Pendant l'heure qui suivit, je les écoutais exposer la situation actuelle de Montgomery Technology. L'entreprise avait besoin d'une injection de capital de 50 millions de dollars simplement pour rester à flot. Leurs actions avaient chuté de 70% au dernier trimestre. Le dernier projet de William, encore une tentative de technologie révolutionnaire de stockage d'énergie, avait vidé les réserves restantes. Nous pensons qu'avec un investissement adapté, poursuivit mon père, sa voix empreinte du même ton persuasif qu'il utilisait autrefois pour m'expliquer que je devais être raisonnable dans mes ambitions, Montgomery Technology pourrait retrouver sa gloire d'antan. J'ouvris mon ordinateur portable et projetai une série de graphiques à l'écran de la salle de conférence. Le déclin de votre entreprise a commencé il y a environ 10 ans, dis-je en observant attentivement leur visage, coïncidant avec une série de décisions d'investissement intéressantes. William se tortilla sur son siège. Les doigts parfaitement manucurés de ma mère pianotèrent nerveusement sur la table. Nous avons pris des risques calculés, se défendit mon père. Calculés ? Je haussai un sourcil. Comme investir 289 000 $ dans un concept de stockage d'énergie non éprouvé ? Le silence s'abattit dans la pièce. Ce chiffre précis, le montant exact de mon fonds universitaire détourné, flottait dans l'air comme une accusation. Comment commença William, avant de se raviser. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre qui donnait sur la ville. Mais dites-moi, monsieur Montgomery, dis-je en me retournant pour les affronter, selon vous, quelle a été votre plus grosse erreur en affaires ? Mon père se racla la gorge. Peut-être, s'être développé trop vite sur certains marchés. Non, le coupai-je. Votre plus grosse erreur a été de vous asseoir dans cette pièce, il y a 10 ans, en pensant qu'elle accepterait votre décision et disparaîtrait dans l'ombre. Le teint de ma mère vira au blanc. Le téléphone de William glissa de ses mains et tomba sur la table. L'expression de mon père se figea, traversée par la reconnaissance naissante. Catherine. Je souris, savourant l'instant. Bonjour, papa. Maman. William. Ça fait longtemps. C'est impossible, balbutia William. Tu es Catherine Morgan ? En réalité, je suis désormais Catherine Montgomery Morgan. Non légalement changée. Je me rassis, profitant de leur visage stupéfait. Mais vous le sauriez, ajoutai-je, si vous aviez pris la peine de me chercher durant ces 10 dernières années. Ma mère retrouva sa voix la première. Chérie, nous avons essayé de te retrouver. Non, la coupai-je de nouveau. Vous avez passé quelques coups de fil pendant 2 semaines, puis décidé que je faisais un caprice et que je rentrerais dès que j'aurais manqué d'argent. Je tournai les yeux vers William. Alors, cette technologie de stockage d'énergie ? Celle pour laquelle tu avais besoin de mon fonds universitaire ? Elle a donné quoi ? Il rougit violemment. Il y a eu des complications imprévues. C'est amusant, l'interrompis-je encore, en lançant une autre présentation, car la filiale de Morgan Enterprises, Chantex Solutions, semble avoir parfaitement résolu ces complications. Je projetai les schémas du système de stockage d'énergie que j'avais contribué à développer, celui qui m'avait valu mon premier milliard. L'instinct d'homme d'affaires de mon père s'éveilla enfin. Tu possèdes Chantex ? Entre autres choses. Je commençai à énumérer les entreprises à l'écran. Chantex Solutions, Elite Academic Consulting, Morgan Global Venture, depuis le mois dernier, environ 40% de la dette en circulation de Montgomery Technology. La pièce sombra dans le chaos. William se leva d'un bond, renversant sa chaise. Ma mère porta ses mains à son visage. Mon père, lui, resta figé, regardant son empire s'effondrer sous ses yeux. Pourquoi ? Demanda-t-il enfin. Pourquoi ne pas simplement nous dire qui tu étais ? Je me penchai en avant, croisant son regard. Parce que vous deviez me voir tel que je suis vraiment, pas comme des parents face à leur fille, mais comme des entrepreneurs en échec face à quelqu'un de plus accompli que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Qu'est-ce que tu veux ? Lança William. Te venger ? Je ris. Me venger ? Mon cher frère, si j'avais voulu me venger, j'aurais racheté cette entreprise il y a 6 mois et je vous aurais tous renvoyés sur le champ. Je me levai, ajustant mon tailleur. Non. Ce que je veux, c'est réparer ce que vous avez détruit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda ma mère d'une voix douce. Cela signifie que je propose de sauver Montgomery Technology, restructuration complète de la dette, injection de capital, et un partenariat technologique avec Chantex Solutions. Je fis une pause, les laissant encaisser l'information. Mais il y a des conditions.
Le masque d'homme d'affaires de mon père se remit lentement en place. Quelles conditions? Premièrement, William est exclu. Plus de postes. Plus d'investissement dans ses projets. Fini de puiser dans les ressources de l'entreprise. William tenta de protester, mais mon père le fit taire d'un simple regard. Et deuxièmement, vous prenez votre retraite, tous les deux. Papa, l'entreprise a besoin d'un nouveau leadership, pas d'une fidélité nostalgique à des stratégies dépassées. Et troisièmement, demanda ma mère, à peine audible. Troisièmement, répondis-je avec un sourire, vous admettez tous que m'avoir envoyé loin a été la meilleure décision que vous ayez jamais prise pour moi. Parce que tout ce que j'ai construit, je l'ai construit sans le nom Montgomery. Sans les connexions de la famille. Et sans votre argent. Un silence pesant envahit la pièce. Mon père contempla l'empire que j'avais bâti, affiché sur l'écran derrière moi. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes, de fierté ou de regret, je ne saurais le dire. William s'effondra dans sa chaise, confronté pour la première fois à la réalité, sa petite sœur avait accompli tout ce qu'il avait échoué à faire. Avons-nous un accord, demandai-je, sachant déjà quelle serait la réponse. Mon père hocha lentement la tête. Nous l'avons. Mademoiselle Morgan. Parfait. Je rassemblai mes affaires, prête à partir. Les papiers seront prêts dès demain. Oh, et maman, ajoutai-je en m'arrêtant à la porte. Le collège communautaire que tu avais suggéré? C'est désormais l'un des plus grands bénéficiaires de ma fondation caritative. Comme quoi, les décisions pratiques peuvent mener à des résultats extraordinaires. Je sortis de la salle de conférence, quittant le bâtiment qui avait autrefois représenté tout ce que je ne pouvais pas avoir, et montai dans la voiture qui m'attendait où Maria, ma première patronne, aujourd'hui directrice des opérations de mon entreprise, m'attendait. Alors, demanda-t-elle en me tendant un thé vert parfaitement infusé. Exactement comme prévu, répondis-je en prenant une gorgée. Même si je pense qu'on va laisser de côté l'histoire du dîner dans l'histoire officielle de l'entreprise. Elle éclata de rire. Tu es vraiment sûre de toi? De sauver leur entreprise après tout ce qu'ils t'ont fait? Je tournai les yeux vers le bâtiment de Montgomery Technology, repensant à cette fille effrayée de 18 ans qui était partie de chez elle avec seulement $200 et une détermination inébranlable. Tu sais ce que j'ai appris dans ce dîner, Maria? Elle haussa un sourcil. Parfois, la meilleure des vengeances, ce n'est pas de détruire ce que les autres ont construit, c'est de bâtir quelque chose de tellement plus grand qu'ils soient forcés de reconnaître leurs erreurs. Et ils l'ont fait? Je souris, repensant au visage de mon père lorsqu'il comprit qui j'étais, aux larmes de ma mère, signe d'une défaite définitive. Ils le feront. Chaque fois qu'ils verront le nouveau papier à en tête, Montgomery Morgan Technology. Tu gardes le nom Montgomery? Bien sûr, dis-je en ouvrant mon ordinateur portable pour vérifier les marchés. Après tout, j'avais promis de soutenir l'entreprise familiale. Je l'ai juste fait à ma manière. Alors que nous traversions la ville, dépassant les gratte-ciel et les bureaux qui m'avaient autrefois semblé hors de portée, je pensais à cette lettre d'acceptation à Princeton encore conservée dans mon bureau. Je l'avais encadrée à côté de ma première licence commerciale, de mon premier contrat à $1 million, et d'un simple badge où il était écrit « Kate serveuse ». Dans un certain dîner ouvert 24h24. Parfois, le meilleur avenir n'est pas celui qu'on a prévu pour vous. Mais celui que l'on construit soi-même. $1 à la fois. Un rêve à la fois. Une victoire à la fois. Et parfois, juste parfois. $200 et une foi inébranlable en soi. Valent plus que toutes les fortunes familiales du monde.